Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kachu et les Kachix et bienvenue dans ce podcast qui sera une série consacrée à NXT. Donc pour une petite dose de nostalgie, bien sûr ça ne sera pas NXT Black and Gold, mais ça sera NXT depuis le début, donc à l'époque des pros et rookies. Et donc on va s'attarder sur la saison 1 et en fonction de l'écoute, on verra si on fera une saison 2 et les autres saisons. Donc, du coup, je serai accompagné dans cette aventure par le bien connu Pépé Foot. Salut Pépé Foot, comment tu vas? Bonjour, bonsoir à tous. Merci à toi de m'accueillir encore sur ta chaîne. Ça va très bien. Écoute, on va parler d'NXT saison 1. On s'est rematé un petit peu tout ça et puis on espère que ça va vous plaire et pourquoi pas, du coup, si ça fonctionne bien, aller sur une saison 2, comme tu l'as dit, oui. Ouais. Et du coup, avant de commencer le premier épisode, est-ce que tu avais un avis particulier sur NXT en fonction des souvenirs que tu avais avant de commencer? Comment tu voyais NXT Pro versus Rookie? Enfin, Pro et Rookie. À l'époque, je m'y intéressais pas du tout. Alors là, Aïe. Ça m'intéressait pas. C'était, je voyais ça comme un peu un main event, tu vois, comme le show main event aujourd'hui. Ah oui, Donc, carrément. Pas regardé. Je voyais ça comme ça à l'époque. Franchement, j'avais même pas regardé. Quand la Nexus ils ont débarqué, Ouais. et je les ai découverts ce jour-là, moi. Ah d'accord. Ah le futur ne t'intéressait pas à l'époque alors. Non, pas du tout. Ok, ça marche. Du coup, on va voir durant toute cette aventure comment tu appréhendes NXT Interville, comme c'est le titre de la série, ça tombe bien, NXT Interville. Et du coup, on va commencer très fort avec l'épisode 1, où il y aura un angle backstage avec tous les rookies qui sont alignés. Bon, les rookies, on les présentera au fur et à mesure et on dira plus ou moins ce qu'on en pense. Mais en attendant, il y a tous les rookies et il y a le Miz en premier plan. Et du coup, il est face au rookie et il amène Daniel Bryan. Et il le présente en tant qu'Internet darling et star du catch dans les ligues mineures, on va dire. Ça peut offenser des gens aujourd'hui, on sait pas. Faisant comprendre que il reste personne, malgré qu'il soit Internet darling, tout ça. Et du coup, il demande à Bryan s'il pense être prêt à être une star chez WWE. Ce dernier répond évidemment oui. Et il lui demande d'aller sur le ring pour se présenter au grand public et dire exactement qui il est et pourquoi les gens doivent le voir chaque mardi soir. Parce que NXT était enregistré le mardi avant SmackDown ou après, je sais plus. Mais en tout cas, Bryan répond qu'il n'a pas de problème avec ça et le Miz lui dit que vas-y, tu vas rentrer sous mon thème. Bryan dit que ça c'est vrai que ça sera plus compliqué. Et du coup, Bryan s'en va et le Miz dit face caméra que comparé à lui, Bryan a une personnalité aussi vide que le désert du Sahara. Et voilà. Et que si ce dernier échoue à se dévoiler, le Miz va slap la personnalité qu'il y a en lui. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de Daniel Bryan à ce moment-là? Genre à première vue par rapport à sa présentation, mais par rapport au catcheur lui-même, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai trouvé intéressant la manière dont la WWE nous l'a présenté. Ils nous l'ont directement mis en avant dans la storyline principale. Il a été tout de suite, comme il a de l'expérience, ils nous l'ont directement mis en avant et j'ai trouvé ça intéressant la manière dont ils l'ont présenté. D'accord. Moi aussi, je te rejoins là-dessus. Surtout que Daniel Bryan, de prime abord, c'est pas le genre de catcheur que, en tout cas, au moment de découvrir que tu trouves souvent à la WWE. Parce que le mec, quand tu le vois avec son look premier de la classe, cheveux courts, pas de barbe, c'est vraiment un monsieur tout le monde, et ça crée un certain attachement quelque part. Et du coup, c'est ça qui m'a fasciné chez lui et qui m'a fait apprécier le bonhomme. Ouais, je suis d'accord, oui, tout à fait.
On va sur le ring et on retrouve Daniel Bryan qui s'excuse du fait que le Miz soit son pro, qu'il aurait préféré William Regal. Et le futur n'ayant pas existé, nous ne pouvons pas imaginer que pratiquement 12 ans plus tard, il y ait une espèce de check-off là-dessus. Mais bon, ça on ne le savait pas encore. Ouais, on ne le sait pas encore. Ensuite, il se présente en tant que mec ayant catché partout pendant 10 ans, avant d'être interrompu par le Miz. Il lui reproche de ne pas faire ce qu'il a demandé, et derrière, Bryan le vanne sur le fait qu'il est fait de la télé-réalité et dit que sur le ring, il le mange. De toute manière, on va le remarquer assez rapidement. Mais le Miz demande au public si Bryan mérite d'être sur le même ring que lui. Le public fait yes, 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 yes. Ah non, mais non, ça n'existe pas encore, mais il tire, au moins pour valider, mais le Miz dit que non et claque Bryan. Ce dernier dit qu'il va lui mettre une baffe en temps voulu. Ensuite, nous revenons dans les backstage, Max Striker qui interviewe Bryan et qui dit qu'il claque plus fort que le Miz. Striker lui dit que c'est un manque de respect envers son pro et l'intéressé répond simplement qu'il est dans le business depuis plus longtemps que le Miz. Mais Striker rétorque en disant que mec, t'es à la WWE depuis 1 minute en fait, détends-toi. Et de toute manière, le Miz c'est un pro qui pourrait t'aider à être une star, c'est ce que tu veux, non? Daniel Bryan dit que oui, mais ça sera par ses propres moyens. Franchement, j'aime bien ce côté où les catcheurs indie, je vais dire, se retrouvent face à son ego. On le met face à son ego dans le sens où c'est vrai, tu as plusieurs années d'expérience sur le ring, mais concrètement t'es personne au vu du grand public. C'est pas parce que tu as une petite notoriété dans les forums et auprès des fans hardcore que tu es quelqu'un en fait. Genre, y en a qui vont dire que ouais, Google c'est ton meilleur ami. Oui, mais c'est pas ça qui va me dire exactement ce qu'il est censé représenter et pourquoi je dois m'attacher à lui. Là, c'est Google, c'est juste pour voir son CV. Sinon, y a pas d'autres intérêts. C'est pas comme si on retrouvait ce genre de mec dans les médias traditionnels. En tout cas, Daniel Bryan, je ne l'ai jamais vu dans un magazine quand il y avait Planète Cash, tout ça. Jusqu'à même, je te dis que même si Mystico, Sin Cara plus tard, c'est une plus grosse star que lui, concrètement, parce qu'au moins on parle de lui dans les magazines, tout ça. Mais Bryan, franchement, c'est personne. Et effectivement, oui, il doit faire ses preuves. Et le Miz, c'est un pro qui a quand même un peu d'expérience à la WWE. C'est ça, je suis d'accord sur ce point-là. Mais après, je ne sais pas si t'es d'accord. Je suis d'accord dans le sens où c'est vrai que pour la plupart des gens, moi y compris, j'ai découvert les catcheurs hors WWE que très tardivement. C'est-à-dire ce qui existait ailleurs, en fait ça n'existait pas tout simplement parce qu'on le voyait pas. C'est ça. Et à part les catcheurs qui étaient vraiment très connus ou qu'on voyait dans les magazines comme tu l'as dit, à part eux, les autres, moi je connaissais pas. T'as donné l'exemple de Mystico, c'est vrai Mystico, même avant de le voir en tant que Sin Cara à WWE, je connaissais déjà un peu le nom parce que lui vraiment il s'est fait une grosse notoriété. C'est Daniel Bryan, c'est vrai que c'était personne. C'est comme moi, joueur de régional, qui regarde un joueur, un professionnel qui joue en Ligue des Champions, et je me vante d'avoir plus d'années d'expérience que lui en régional. Donc ça n'a pas trop de sens. Là, je te rejoins à 100%. Ouais. Là, je te rejoins. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, de toute manière, ça sera le fil rouge de ce premier épisode, justement, centré sur Daniel Bryan, mais il y a d'autres choses, justement, il y a d'autres pros, il y a d'autres rookies, donc concentrons-nous sur eux. Du coup, nous avons le premier match. Un match par équipe pro-rookie qui s'affrontent. Donc, on a Carlito avec Michael Tarver, qui, dans le personnage, visiblement, c'est un ancien boxeur. Et il se fait surnommer Monsieur 1 seconde 9. Voilà. Retenez bien ce nom, ce surnom. Face à Christian et Heath Slater. Bon, c'était un petit match tranquille, hein. Et le match a duré plus d'1 seconde 9, justement, voilà. Et avec la victoire de Christian et Heath Slater avec un key switch sur Michael Tarver. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Pas grand chose. C'est vrai que
Michael Tarver, c'est un peu l'aspirateur à charisme avant Bobby Lashley pour la tête. J'avoue. Il est vraiment inintéressant au possible. C'est dommage parce qu'il a le physique, mais franchement, moi, il m'intéressait pas du tout ce gars-là. Aïe. Et le match, à part Heath Slater, bon, le match, rien de spécial à dire. T'as fait le tour, hein. Rien de spécial à dire. Oui. Et du coup, Heath Slater, je vois que tu apprécies bien, visiblement, pour Oui, ce NXT. Ouais. Oui, j'aime bien Heath Slater et je pense que c'est en revoyant comme ça, je comprends pourquoi il a eu quand même une petite carrière à la WWE. Il avait déjà quelque chose. Il était intéressant, il sait se tenir devant la caméra. Je sais pas si avant ça il avait un petit peu d'expérience ou non. Je sais pas s'il débutait à peine, mais il avait quelque chose. Il était divertissant. Il avait un petit personnage. J'avais envie de savoir qui il est, c'est quoi ses motivations. Je l'ai trouvé pertinent, Heath Slater. T'en as pensé quoi, toi, de lui? Ouais, il diffuse une assez bonne énergie. Je suis d'accord avec toi que il a un certain charisme et il est plutôt divertissant. Même si, bon, j'ai encore du mal à comprendre son personnage, ce qu'il est censé être. Mais, en tout cas, l'énergie est là et il y a quand même un petit potentiel chez Heath Slater. Ouais. Je suis d'accord. Ensuite, nous avons une vidéo présentation de David Otunga. Là, le sang, vraiment. Et... ah, mais il est chez nous, là. Il vient de chez nous, là, Otunga. Ah ouais, toi, tu l'aimes bien, Otunga, toi? Oui, j'aime bien Otunga. C'est le sang, quand même. C'est moi. C'est quand même le boss, voilà. En plus, il se présente bien beau gosse, bien son en mode que, ouais, que le mec, c'est quelqu'un, je crois qu'il a fait un peu d'acting. Il est marié à Jennifer Hudson, il traîne à Hollywood. C'est vraiment la star de cinéma, quoi, David Otunga. En plus, il a été à la Maison Blanche avec le président Barack Obama 2 fois, qu'il a été diplômé d'Harvard, vraiment un gars fort, hein. Ouais. Il se présente comme un mec en place. J'aime bien sa présentation. Et en plus, le mec, il compare son intelligence, sa fouine, son côté opportuniste à Edge, qu'il a la puissance de Batista et l'intelligence, le côté cérébral de Triple H. Vraiment, ça promet du lourd, hein. Franchement, il y avait quand même du potentiel quand tu regardes dans la première saison de NXT. Ça m'étonne pas que au final, ils ont tous fini. Ils ont tous fini pro, alors qu'il y en avait qu'un seul qui Mais c'est vrai qu'il y avait du potentiel et moi aussi quand j'ai vu la présentation de David Otunga, je me suis dit ah ouais quand même, il était bien présenté comme un mec en place, qui est intelligent, il présente bien, il est beau, il a un physique laisse tomber. En plus dans le ring, on le verra après, franchement c'est pas un rigolo, hein. Futur main eventer de WrestleMania, je me disais Gabo représente. Voilà. Maintenant, le petit, bon, il y a un truc négatif, faut quand même dire sur son look. Frère, c'est quoi cette coiffe là? Tu traces les doigts sur ton crâne. Ça, c'est vraiment le genre de coiffe que j'ai jamais compris, quoi. Ça, c'est quoi ces coiffures de footballeur à 2 balles là? Ça, c'est le genre de truc dans les quartiers. J'allais chez le coiffeur, je voyais seulement les gens, ils demandaient les genres de coiffes comme ça. On trace les étoiles, on trace le ballon. Aujourd'hui, on est à une époque où on construit même des stades sur les veuches des gens. C'est quoi le délire, en fait? T'aimes pas sa coupe? Non, mais sa coupe là, c'est... Non, vraiment, fashion faut pas, hein. Comme dirait après, Christina. Après, à la WWE, tu peux pas être banal. Et ils avaient une chance de se démarquer. Donc, ils font tout ce qu'il faut pour paraître différents des autres, tout simplement. Tout simplement. Avec les coiffes de... Tu peux pas faire avec une coupe. En fait, ton corps est une arme pour montrer que t'es intéressant. Donc, tu utilises tout ce qui est en ta possession pour montrer que tu peux faire quelque chose. Donc, j'ai des cheveux, ok, je vais en faire quelque chose.
Ouais. Et ton arme, c'est carrément être coiffé comme Balotelli. Bravo, hein. Super barbe. Ah, en parlant de quoi, bon, lui, c'est pas le pire, hein. Voyons un peu la gueule de son adversaire Darren Young. Hein. Oh Ça là aussi, là. c'est... Ah, ça, Bref. lui, par contre, la coupe, j'ai jamais compris. En plus, il a gardé longtemps. Ah oui, clairement. Je ne sais pas si vous voulez déjà ressembler à Sheamus, si Sheamus était déjà un modèle pour les gens, mais n'est pas Sheamus qui veut, hein. Et même là, quand il fait son Ah, entrée, tu vois seulement Punk derrière avec la Strategy Society, il est en mode que, wesh, c'est quoi ce truc-là? C'est qui ce truc-là? Qui m'ont envoyé? C'est quoi? Je ne comprends même pas ce que c'est censé être. C'est un humain devant moi ou Non, mais vraiment, il pensait exactement comme moi, quoi. Là, moi-même, j'étais en mode que, frère, c'est quoi ça? C'est qui ce rigolo? Ça, c'est le mec qui aujourd'hui envoie Dark, là. Ah merde, ça n'existe plus. Bon. Euh, c'est le genre de mec qu'on voit dans les... Je ne sais pas, dans les salles dans les gymnases, là. non, mais Darren Young, c'est compliqué, hein. Le look, c'est compliqué. Non, ça, c'est vraiment jobber matériel, quoi. C'est compliqué. Et puis même, je comprenais pas. En tout cas, dans les 3 premiers épisodes, j'ai du mal à comprendre son personnage. Là, dès le début, là, quand je le regarde, j'ai du mal à comprendre qui il est. Est-ce que c'est juste un débile mental ou c'est un mec qui veut, je sais pas, il veut s'ambiancer. C'est quoi ses objectifs? Genre, il veut paraître comment? Je sais Waouh. j'ai pas compris le personnage. Moi-même, j'ai pas compris et il se bastonne facilement avec un autre dont on va parler plus tard. Mais bon, de toute manière, tout notre dialogue sur les rookies, ça va durer plus longtemps que le match parce que c'est un squash. Et le squash était nul. Voilà. David Otunga gagne, au moins c'est logique. Oui, bon, il était... je pense il y avait un projet hein, sur David Otunga. Ouais. Surtout que, J'ai bon, l'impression. surtout que quand tu vois le finish, moi-même j'ai pas compris le finish, quoi. Je vois seulement projection dans les cordes, slam. En fait, je crois que il voulait faire son Spinebuster là, qui fait mieux plus tard, mais waouh, le rendu c'était naze, hein. Ouais, c'est vrai. Je l'ai trouvé bien meilleur sur le match à l'épisode 2 ou à l'épisode 3, je sais plus. Sur les autres matchs, je l'ai trouvé bien meilleur. Mais c'est vrai que ce finish là, il était un peu bon. Mais je pense que bon, je sais pas, il y avait un projet. Je suis persuadé qu'il y avait un projet sur lui. Il avait un bon physique, il est intelligent. Il voulait le push un peu en push entre guillemets. Hein. Ouais. Il voulait le faire paraître, voilà quoi. Ouais, mais l'idée était là au moins. Ensuite, nous avons un Raw Rebound. Donc, nous résumons la rivalité entre John Cena et Batista. Je ne sais pas, bon, si tu veux en parler vite fait. Parce que là, on nous présente John Cena qui a subi l'injustice ayant gagné l'Elimination Chamber. Vince McMahon envoie Batista qui le démonte, histoire de le remercier par rapport à ce qu'il a fait pour lui à Bret Hart, du coup. Et tu as Vince McMahon qui est en mode que ouais, c'est le business. Écoute, Cena, si tu veux un rematch, tu dois battre Batista. Et je ne sais pas si tu te rappelles de l'entrée de Batista champion à ce moment-là. L'entrée de Batista champion. C'était pas une entrée de Batista avec toutes les lumières éteintes et que oui. Ouais, c'est ça. Non, Batista, c'est vraiment le catch, quoi. Wow. Ouais. Je pense que c'est lui qui a la meilleure entrée de tous les temps hein, en termes de catch quand même. Non, mais son entrée, ouais. On va dire l'Undertaker, mais bon, l'Undertaker, bon, on connaît le personnage, Deadman, tout ça, donc les effets, on s'y attend un peu. Randy Orton, bon, la longévité, tout ça, ouais, je suis d'accord, mais franchement, Batista, c'est géant hein, quand même. L'entrée de Batista, j'adore. Que ça soit en mitraillette ou bien encore dans la pénombre comme ça, il entre en mode star d'Hollywood, en mode Cena, il n'est rien, quoi. Waouh. Ouais.
Non, franchement, Batista, c'est, Ah à chaque fois ouais, qu'on parle de lui, j'ai le seum. À chaque fois qu'on parle de lui, j'ai le seum. Je sais pas pourquoi. il a eu une bonne J'ai le seum. carrière, ça va, ça Il a eu une bonne va. carrière, c'est vrai, mais je sais pas, pour moi, il devrait on devrait en parler comme on parle de Randy Orton. Peut-être pas John Cena, mais au moins Randy Orton. Après, il n'est pas On devrait en resté longtemps, parler. hein, c'est ça aussi qui est dommage. Bah oui, c'est ça le problème, c'est ça. Hmm. Il était pas fiable, il se blessait, mais quelle star, quel Ah oui. look. Batista, quand tu le regardes, tu te dis, lui, c'est le cash. Hmm. Lui, c'est le cash. Ouais. En plus, quand je voyais le truc, j'étais en mode que vas-y, Sina, fume-le, mais c'est Batista, il est quand même stylé, quoi. Ah, il est stylé. Ah, le gars est stylé. Bon, en plus, il y a un match sans en avoir parce que bon, ça se termine par disqualification, low blow sur Sina. Ça se voit que le mec n'était pas venu pour gagner le match. Ah, Bah, Batista, il est seulement venu déboîter Sina et il rentre à la maison, quoi. Batista en heel, j'aime bien. Hmm. Batista heel, j'aime bien. Hmm. J'aime bien Batista face, j'aime bien Batista heel aussi. Il a ce je m'en foutiste, je suis là juste pour l'argent, je fais que du business. Ah oui, clairement. Je suis la star, je suis là pour le cash. Hmm. J'adore ce genre de personnage. Ah, vraiment, c'est en plus ces dernières semaines du Prime Batista, quoi. Là, en plus, ça montre que la feud vraiment, la feud globalement, elle est bien contre Cena en plus. Elle est bien. Ouais. Bah oui. Je m'en rappelle encore. Hmm. Pourtant, j'ai pas revu les images. En soi, je me rappelle encore de cette entrée. Je me rappelle encore de cette aura. Je me rappelle encore de l'intervention pendant l'intervention. Le match après l'Elimination Chamber, comment j'étais dégoûté à l'époque. Ah oui, clairement. Dégoûté. Ouais. Non, c'était une bonne petite feud qui va jusqu'à WrestleMania. Jusqu'à Over the Limit. Jusqu'à Over the Limit où Batista il abandonne, je crois, et il démissionne après à Raw, je crois. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Non, c'était une bonne feud. Ouais, une bonne feud. Bon, on s'éloigne un peu de NXT, mais chers auditeurs, attendez-vous à ce qu'on fasse des parenthèses sur Raw SmackDown. Voilà. Histoire de nous remémorer de l'année 2010 un peu. Voilà. À défaut de faire un podcast là-dessus. Et enfin, le main event. Ouh là là, je me frotte déjà les mains. Ah! Là, vraiment, NXT lançait les vrais bails. Le futur n'ayant pas existé, on ne connaît pas la suite, mais là, je me disais que NXT, ça promet. Le main event, Chris Jericho, le champion du monde poids lourd, accompagné de son rookie Wade Barrett, qui l'introduit, face à Daniel Bryan. Aïe. Et franchement, là, je vais te dire, c'est le meilleur match de NXT que j'ai vu de souvenir. Maintenant, les autres épisodes, je ne sais pas, mais pour moi, pendant longtemps, enfin, je pense que ça va le rester, c'est le meilleur match de l'histoire de NXT. Franchement, avant la transition vers le show de développement, tout ça. C'était vraiment génial. Je suis un peu dégoûté que tu me dises ça parce que justement, moi, en voyant le match, j'étais agréablement surpris. J'étais très étonné parce que, comme je t'ai dit, je regardais pas NXT. Découvre en fait en regardant là. Et j'ai vu ce match, je me suis dit, ah ouais, à NXT, les matchs c'était comme ça. Ah ça va être sympa. Finalement, tu me dis que c'est le meilleur match. Je suis un peu dégoûté. Ah, désolé de t'avoir spoilé, hein, mec. Et bon, peut-être que la suite on verra. Non, mais le match est vraiment qualitatif. Il est, c'est un match digne du main roster parce que c'est. Ah oui, après, je suis pas étonné, je suis pas choqué en mode ah ouais, Daniel Bryan, parce que maintenant on sait. Maintenant on sait. Mais j'essaie de me mettre dans la peau du moi de l'époque qui ne connaissait pas Daniel Bryan. Si je l'avais vu faire ça dès le début, j'aurais été vraiment sur le cul. Hein. Ah oui, mais moi clairement en découvrant Daniel Bryan, ça m'a mis une claque. Hein. C'était incroyable. Bon, après, on n'a plus besoin de présenter Daniel Bryan. C'est Daniel Bryan et en 2010, c'était déjà Daniel Bryan. Ah oui, clairement, hein, surtout avec son catch technique et transition dans les soumissions. Le mec, il fait un dive Jericho et contre le dive, le mec se cogne le côté contre l'arête de la table des commentateurs. Il continue, tu vois bien, le côté qui est bien rouge-violet, quoi. Waouh!
Et il se lève en mode je suis chaud, y a rien. Ouais. Mais bon, ça a été un bon élément pour la fin du match où Jericho finit quand même par l'humilier parce que bon, voilà, faut montrer quand même que voilà, il reste un petit, Jericho est le grand, voilà. Ah, oui. Champion du monde et en plus il est un petit peu protégé dans la défaite avec cette blessure et après bon ça jouera un rôle important sur la suite en plus donc. En plus Jericho ne fait pas souvent cette soumission, c'était même pas c'était le Lion Tamer là, c'était même pas le World of Jericho. Ouais, le Lion Tamer il le fait rarement donc quand il le fait c'est que voilà, c'est au grand mot les grands remèdes apparemment. Et du coup, à la fin, après le match, ben le Miz vient agresser Bryan. Voilà, au plus grand des calmes. Pour accentuer un peu sur cette rivalité. Ouais. Donc, on sent. Oui, on sent déjà vraiment les deux protagonistes de ce NXT. Et il y a Max Striker qui est en coulisses en mode. Voilà ce que promet NXT, voilà les rookies, vous avez vu de ce dont de quoi ils sont capables, mais vous n'êtes pas prêts pour la suite. À plus au prochain numéro. Ah. Oh là là, le prochain numéro déjà. Mais bon, je ne dirai rien d'autre. Je dirai au moment de l'épisode 2. Du coup, notre revue de l'épisode 1 s'arrête ici. Et avant de clôturer le podcast, on n'a pas eu l'occasion de parler de l'euro quand même. Alors? Oui, c'est vrai, on avait prévu d'enregistrer une petite preview sur l'euro, mais malheureusement nos emplois du temps, surtout mon emploi du temps qui est un petit peu chargé parfois, ça nous a pas permis, mais je sais pas, du coup on garde un petit créneau pour du coup la fin. Oui, juste une review. Juste pour donner les pronostics viteuf et donner nos impressions sur les matchs qu'on a vus. Spoiler, moi j'en ai vu que 3 jusqu'à présent sur 9. Voilà. Au moins par rapport, c'est bien ça. Après c'est compliqué de tous les voir parce qu'il y en a un qui commence à 16h, t'es encore au boulot, à 18h tu viens à peine de rentrer. Moi généralement pour l'instant j'ai vu que les matchs de 21h donc. Ouais. Vu tous les matchs non plus. En tout cas, l'Allemagne a frappé fort l'Écosse. Bon, l'Écosse s'est encore fait frapper le lendemain. Bon, là, c'est parti catch, mais là, l'Allemagne, chez eux, ils sont chauds. Ouais, après, ils devaient commencer fort. Ils se sont défoulés sur l'Écosse. Et après, l'Écosse, ça va être compliqué pour eux. Oh là là, ça va être compliqué pour eux. Et ils vont vite, voilà. Ils vont pas tenir. Ouais. Du coup, sans passer par les phases de poule, du coup, tu pronostiques qui pour gagner l'euro? Plus ou moins. Pour gagner l'euro, j'aurais aimé pour l'instant voir toutes les grosses équipes. J'ai vu la France, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu les Pays-Bas, j'ai vu l'Italie. Ouais. J'ai envie de dire déjà la France finaliste, je la vois aller loin encore, au moins demi-finale. Je la vois aller au moins demi-finale. Après, qui irait chercher la victoire? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment difficile à dire. Mais l'Allemagne, je la vois bien. Pourquoi pas l'Allemagne chez eux? Ouais, moi aussi je vois l'Allemagne gagner chez eux, surtout un dernier trophée pour Tony Kroos dans sa carrière. Ouais. Ça serait pas mal. L'Allemagne, ils ont quand même été très impressionnants dès le début là. Et c'est chez eux. Ils ont une bonne team, ils ont une bonne génération, un bon coach. Ouais, ils peuvent aller la chercher. Ah oui, clairement. Bon, pour l'instant, je dis Allemagne pour l'instant. Bon, je mets quand même une pièce sur l'Angleterre parce qu'on ne sait jamais avec Bellingham, ce joueur géant quand même. Ouais, mais l'Angleterre, c'est spécialiste de la loose. C'est comme Tottenham. Ils gagnent rien, l'Angleterre. Ils ont toujours des grands joueurs, mais ils gagnent jamais rien. Ah, peut-être que cette année, même si le gardien, Bon, les gars en Angleterre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de bons gardiens, mais bon. Ils ont jamais eu un gardien de classe mondiale, voilà quoi. Non, ils ont jamais été
Parce qu'avant, c'était quoi? Ils ont mis Pickford, ils ont mis Joe Hart, ils ont mis... ouais, ces dernières années, franchement, il n'y a pas non plus de gardien. L'Angleterre, c'est jamais. Ouais, ça, Non, moi, c'est ma crainte. je les vois pas gagner, moi, l'Angleterre. En tout cas, je veux Ouais. gagner un œil sur eux, mais principal favori, l'Allemagne. Bon. Ouais, l'Allemagne aussi, je pense, ouais. Du coup, chers auditeurs Kachix, c'est là que s'arrête ce podcast. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode 1, si vous l'avez vu. Et également, donnez vos pronostics pour l'Euro aussi, ça nous intéresse. Et on se retrouve pour le prochain numéro la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!